de rail, marquant le début d'une révolution technologique sans précédent. La liaison rapide des grandes villes a révolutionné le commerce, les transports, les communications et les loisirs. Le visage d'une nation a été changé à jamais. Voici comment. Avec les historiens Ruth Goodman, À fond! Alex Langlands Il va falloir que je m'habitue à manier la pelle. et Peter Ginn, C'est physique. embarquons pour l'époque de la révolution ferroviaire et de l'âge d'or de la vapeur. Comme dans un western. C'est la machine à vapeur la plus géniale que j'ai jamais vue. Oh non! Il nous rattrape! C'est beau le progrès. Une aventure possible grâce aux passionnés qui entretiennent ce patrimoine unique et ses 800 km de voies historiques préservées. Ça, c'est du voyage en train. Oh oui. Ils salueront la mémoire des ingénieurs pionniers, Ce sont les pères fondateurs du train britannique. des cheminots C'était brutal. L'industrie sauvage. et de ces Britanniques dont la vie a été transformée. La révolution Internet, ce n'est rien comparé à l'impact du chemin de fer. Voici comment le chemin de fer a façonné la Grande-Bretagne moderne. En reliant les villes et villages britanniques, la locomotive à vapeur a révolutionné le transport des biens et des personnes, mais également celui de l'information. Nos modes de communication ont été complètement modifiés avec le chemin de fer. Je veux découvrir comment le train a métamorphosé les services postaux britanniques. La Grande-Bretagne a vécu sa révolution électrique dans la deuxième moitié du 19e siècle. Je veux découvrir comment le chemin de fer a facilité ce nouvel âge de la communication. Partout, les liens se créent et les mentalités évoluent, notamment grâce aux trains express comme le Flying Scotsman. Un nouveau sentiment émerge, celui d'appartenir à une culture et à une économie commune, mais surtout à une nation. Avant le chemin de fer, les gens se considéraient comme étant de Galloway, du Monmouthshire ou du Derbyshire. Ils n'avaient pas ce sentiment d'être des Britanniques. Avec l'avènement du train, tout a changé en très peu de temps. Et je veux savoir comment ce lien entre les gens a évolué. En 1800, la diligence postale était le mode de livraison de courrier le plus rapide, même si les délais se comptaient parfois en jours. Le niveau d'éducation générale s'améliorant, le volume de courrier a explosé. Il fallait un moyen plus rapide de le délivrer. En 1838, la naissance des trains postaux a apporté la solution. Les lettres mettaient des heures et non plus des jours à arriver. C'est le courrier de Loughborough. C'est malin, cette petite rampe, pour faire glisser les sacs de courrier ou les bagages. Et ça fait un sacré toboggan, je parie. Même s'il y a une pancarte qui interdit de faire du toboggan dessus. À la gare de Loughborough, Peter revit les grandes heures du train postal avec une équipe d'amateurs passionnés. Dernier sac. J'emporte tout là-bas? Oui. Peter aide Paul Harrison à la collecte et à la distribution du courrier. On s'arrête ici. D'accord. On annonce la destination avant d'envoyer le sac à l'intérieur. Très bien. J'ai Burton-on-Trent. Burton-on-Trent. Le courrier est réparti dans de gros sacs suivant les villes que le train desservira durant sa tournée. Westcote. Vous lisez les étiquettes, en fait. Westcote. Oui. Bien. Colville. 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 Colville encore. Burton-on-Trent. Burton-on-Trent. Et Derby. Derby. Je mets ça de côté et on pourra embarquer. À l'époque victorienne, les Londoniens recevaient du courrier chez eux jusqu'à 12 fois par jour et les habitants de banlieue jusqu'à 6 fois.
Aller vite était essentiel. En 1936, le rôle et l'importance du système postal sont immortalisés dans un des tout premiers documentaires de l'histoire, Night Mail, le train postal de nuit. On y montre le quotidien des postiers de nuit triant le courrier entre Londres et Glasgow au rythme des vers de W.H. Auden. This is the night mail crossing the border, bringing the check and the postal order, letters for the rich, letters for the poor, the shop at the corner of the girl next door, pulling up, he took a steady climb, the gradient's against her, but she's on time. Pour aller plus vite, on ne se contente pas de transporter le courrier par rail. On attelle des wagons-postes au train pour inventer un service. Le train postal est né. Le courrier est trié pendant le trajet. Derby, Leicester, Stafford. Chaque préposé a 48 casiers à sa charge, correspondant à des villes. Il doit y répartir le courrier avant le premier arrêt du train. Brian Hallett est historien et spécialiste du train postal. Il participe à cette course contre la montre. Alors je fais quoi? J'attrape un paquet? Vous prenez un paquet Ouais. et votre plus belle paire de ciseaux. Ah mince, je l'ai oublié à la maison. Merci. Timbre dessus ou au-dessous? Plutôt dessus. J'ai même pas lu l'adresse. À l'apogée du train postal, les employés collectaient, triaient et délivraient 1 demi-milliard de lettres par an. Le bon fonctionnement du pays dépendait de la ponctualité de la distribution du courrier. J'imagine que vous êtes rapide à ce petit jeu. Les employés du train postal étaient parmi les plus rapides du pays. Certains étaient capables de trier jusqu'à 3000 plis à l'heure. Par personne? C'est ça, 3000 à l'heure, ça fait 300 toutes les 6 minutes. une par seconde. Non mais, c'est hallucinant. 3000 lettres à l'heure, c'est énorme. Si je ne m'abuse, je dois en être à une par minute. Et il vaudrait mieux que quelqu'un repasse derrière pour vérifier ce que j'ai fait. Parce que j'ai vite perdu le fil, je le crains. C'était l'élite de la poste, rapide, efficace et capable de tenir la cadence et les délais impartis. Par exemple, les équipes qui travaillaient sur la ligne nord-est étaient basées à Newcastle. Le soir, elles partaient vers le nord à bord d'un train de passagers, puis assuraient le tri la nuit suivante, en redescendant vers Newcastle. Oui. La nuit d'après, elles assuraient la liaison Newcastle-Londres, dormaient en journée et repartaient vers Newcastle le soir même pour finir leur service. Les équipes devaient être sacrément soudées. En effet, imaginez un peu, ils travaillaient avec les mêmes personnes 5 nuits par semaine. Il valait mieux bien s'entendre. Oui, Sans ça, on ne faisait pas carrière à ce poste. oui. En plus de devoir travailler vite à bord d'un train en mouvement, le droit à l'erreur n'existait pas. Les préposés au tri devaient rendre les casiers vides à la fin du service. Je vois. Des gens passaient derrière pour le nettoyage, et s'ils trouvaient une seule lettre, ils empochaient un bonus qui était prélevé sur le salaire des trieurs. Donc il valait mieux Oui, ne rien oublier, voilà. sous peine d'y perdre de l'argent. Après le tri, le courrier destiné au premier arrêt est regroupé en petits paquets. Pour mes colis, je tire sur la ficelle? Vous tirez et vous coupez à la longueur désirée. D'accord. Et puis je glisse ça dans le sac. On va pouvoir plier le sac pour le mettre dans la sacoche de dépôt. On le referme avec de la ficelle. D'accord. 2 ou 3 tours suffisent. Ces étiquettes sont les mêmes que sur les sacs récupérés au départ. Elles indiquent la destination, c'est ça? Tout à fait. Voilà. L'étiquette est en place. On peut mettre le sac dans la sacoche derrière vous pour le largage. On arrive bientôt, non? Ouais. Le train postal ne se contentait pas de récolter ou distribuer le courrier dans les gares. Il assurait aussi sa mission auprès des petites villes et villages sur sa route, sans même s'arrêter. Le
service a débuté sur la ligne Birmingham-Londres en 1838. En l'espace de 70 ans, le pays comptait 245 points de collecte. Tout d'abord, on referme correctement les rabats afin de s'assurer que la sacoche ne s'ouvrira pas durant la manœuvre et ne laissera pas échapper un plein sac de courrier. Dernière boucle. Certains ne faisaient que ça pendant toute la nuit entre Édimbourg et Londres. Et ça, toutes les nuits. Et c'est assez répétitif. Rien qu'un, c'est déjà assez physique. Et voilà notre première sacoche de courrier à larguer. La sacoche de cuir est fixée au bout d'un bras, à l'extérieur du wagon. Oui, Je tire? La manœuvre faisait tellement peur à certains qu'ils glissaient une pièce à un collègue pour les suppléer. C'est pas banal. Le sac au bord? tout à fait. On rapproche le bras. Il arrive que la boucle du haut se détache. Alors, pour éviter ce genre de mésaventure, on noue un bout de ficelle autour du dispositif par sécurité. Ça peut éviter de larguer le sac accidentellement. Oui, parce que j'imagine le cauchemar quand un sac se détache. Comment ça se passe dans ce cas? Eh bien, les équipes à terre doivent remonter les voies et récupérer toutes les lettres. Alors finalement, cette ficelle est la pierre angulaire du système. Tout à fait. Plus loin, Root se prépare à réceptionner la sacoche en approche. Ah, je vois. Le filet est prêt à récupérer les sacs. Ils atterrissent là-dedans? Oui, au passage du train. Je n'aimerais pas être là quand les sacs atterrissent. Gardons nos distances. Tout à fait. Bien. On pouvait non seulement larguer des sacs de courrier, mais aussi en récupérer. Sous la supervision de Phil Payne et de son équipe, Root prépare la levée de courrier. Ils ne sont pas légers, dites donc. Non, en effet. Vous savez à quoi ça me fait penser? À des sacoches de sel. C'était les mêmes que sur les diligences, non? Oui, Tout en cuir, travaillé par un sellier. oui, c'est du bel ouvrage. Regardez ces coutures à la main. En même temps, c'était la seule option, non? 6 épaisseurs. On voit que certains artisanats ont perduré pendant des années grâce à la démocratisation du train. On n'avait rien d'aussi robuste que le cuir pour remplir cette fonction. Vu la vitesse des trains, ces sacoches étaient plus que malmenées. Et le cuir restait la matière la plus résistante contre les chocs. Le train est à 3 minutes du point de collecte où se trouve Root. Vous voyez le filet? Vous abaissez ce levier. Vous poussez doucement jusqu'en bas et vous allez entendre un clic. D'accord. Pour lancer la manœuvre, on crie « à bord ». Une fois que l'échange est fait, on crie « filet Ouais. Filet? » C'est là que vous remonterez le filet. D'accord. Je peux m'entraîner un peu avant? Impossible, désolé, ce sera votre baptême. Super. On ne peut pas déployer le filet n'importe où pour des raisons évidentes de sécurité. Une sacoche contient combien de lettres? Je dirais autour de 1000 environ. Ah oui? Une sacoche pèsera généralement entre 20 et 30 kg. Le train passe à pleine vitesse, soit entre 110 et 130 km à l'heure, en moyenne. Je vois. En cas d'accident, on passe des semaines à ramasser le courrier. Allez, on est prêt. Il faut encore la hisser. Oui. Elle pèse son poids, n'est-ce pas? Prêt là-haut? Allons-y. Les sacoches sont fixées à l'aide d'une attache à ressort. Impossible à faire seul. C'est compliqué. Un guetteur annonce l'approche imminente du train postal et l'équipe déploie le bras du bon côté de la voie. Tout est bon? Le train est à 1 minute de son objectif. Peter s'apprête à déployer le filet. C'est relativement dangereux, non? Ça peut l'être. Nous sommes pile dans la zone où les sacoches vont atterrir brutalement dans le filet. Plus le train va vite, plus ça arrive fort. Oui, à plus de 130 à l'heure, elles peuvent aller n'importe où, même rebondir et heurter le plafond ou les bancs. Collecte et largage se faisaient simultanément sur la ligne Londres-Glasgow jusqu'à 34 fois par nuit.
L'équipage devait connaître le trajet par cœur. Déployer le filet trop tôt exposait au risque d'heurter un poteau de signalisation ou une rambarde. L'équipe guette le panneau annonçant le prochain point de collecte équipé. Rejoignez le filet. C'est ce levier? Oui. C'est vous qui criez. Non, Oli vous guidera. No, no. You want 2 bridges and 45 beats. 1, 2, now. À bord! Maintenant, abaissez le levier. Très bien, c'est parfait. Filet, filet. Tout va bien. Bravo. Le filet est toujours là. Oui. Oh! Et voilà, En effet, c'est plutôt vigoureux. ça arrive fort. Qu'est-ce que c'est physique? C'est pourtant léger, une lettre. Dites, ça va vite, non? Oui, c'est fait en un clin d'œil. C'est presque de la magie. Tout à coup, on a 2 sacoches de courrier à bord, prêtes à être triées. À trier sur le champ. C'est fou. On peut pas l'embiner. Il faut ouvrir, répartir, trier et préparer le prochain. Les gars attendent. Ouais. Durant plus de 130 ans, le train postal a ainsi sillonné le pays. Mais les trains devenus trop rapides rendaient les manœuvres très dangereuses. En 1971, le service a été abandonné. Les fenêtres ne s'ouvrent même plus dans les trains modernes. Non. C'est grisant. Et des gens sont déjà tombés? Peu d'employés de la Poste ont été impliqués dans des accidents, en fait. Le plus souvent, c'étaient les mécaniciens et les chauffeurs qui étaient blessés parce qu'ils sortaient la tête au mauvais moment. Pour contrôler. Oui, les sacoches les percutaient quand ils rencontraient le dispositif. Je vois. Il y a quelques anecdotes de chauffeurs ayant littéralement perdu la tête comme ça. C'était une activité très dangereuse. Une fois les sacoches à bord, le tri reprenait sans tarder. C'était un éternel recommencement. Les pauses autour d'une tasse de thé étaient fugaces. Les équipes travaillaient de 21h à 6h du matin. Donc il fallait bien manger. L'équipement prévu à cet effet était sommaire. Attention, la porte est brûlante. Comme il n'y avait pas de pause déjeuner proprement dite, on mangeait sur le pouce, une lampée de thé, une part de tarte, et le travail reprenait. Une tartelette? Avec plaisir. Avant l'avènement du rail, peu de gens voyageaient loin de leur ville ou de leur village d'origine. Les liens avec le reste du pays étaient ténus. Avec le train, la nation entière s'est mise à vivre et à travailler au même rythme. Au Moyen Âge, la façon la plus simple de connaître l'heure était de se baser sur la position du soleil grâce au cadran solaire. Un membre de l'église sortait regarder l'ombre portée sur le cadran et rentrait au bon moment pour sonner les cloches. Ainsi, tous les gens de la paroisse qui entendaient la cloche savaient quelle heure il était, quand était la messe et quand faire leur prière. Le soleil se lève plus vite à l'est qu'à l'ouest. Alors il pouvait y avoir des décalages de près de 30 minutes entre certaines villes. Du temps où le cheval était le mode de transport le plus rapide, ces poignées de minutes d'écart importaient peu. Mais une fois que des trains rapides ont relié les villes et les villages, c'est devenu un problème. Londres avait 4 minutes d'avance sur Reading, 7 minutes sur Bristol et 18 sur l'heure d'Exeter. Impossible d'établir des horaires fiables. Il fallait une solution. Alex est à Bristol avec l'historien du rail David Turner. Qu'est-ce que c'est?
Une horloge avec 2 aiguilles égrénant les minutes. Très bien. La rouge est réglée sur le fuseau horaire de Londres et la noire sur celui de Bristol. Je vois. La noire a à peu près 10 minutes de retard sur le rouge. Oui, On a 2 fuseaux horaires. c'est ça. Avec le chemin de fer, le temps moyen de Greenwich est devenu la norme, parce que le transport ferroviaire avait besoin d'un temps standard pour que les trains respectent les horaires et que les gens, notamment le personnel, soient à la même heure. La standardisation du temps en Grande-Bretagne a permis de coordonner le trafic ferroviaire pour le rendre plus efficace afin de desservir toujours plus de destinations. Mais il y avait quelques irréductibles. Comment ont réagi les gens dans l'Ouest? Ils ont un peu vécu ça comme une invasion forcée. D'ailleurs, l'heure de Londres a un surnom, c'est l'heure Cockney. Ah, je vois. C'est volontairement un peu méprisant. C'est l'heure de ceux de l'autre côté. Oui. Les gens ont résisté. Il y a une anecdote cocasse d'un homme, en pleine rue commerçante de Bristol, brandissant la montre de son grand-père. Il déclare que si son grand-père n'avait pas besoin de regarder l'aiguille des minutes, lui aussi. D'accord. Dans les faits, ce nouveau fuseau horaire leur était imposé sans qu'ils aient leur mot à dire. C'était comme ça. Ça venait bouleverser le rythme naturel de populations qui vivaient depuis des siècles à une heure différente. La Grande-Bretagne changeait en profondeur. La vapeur révolutionnait les modes de transport et de communication. Et une nouvelle source d'énergie était en train d'émerger dans son sillage. Une énergie qui allait changer le monde, l'électricité. Sa première application a pris la forme d'un système de communication inédit, le télégraphe. Grâce à lui, on pouvait envoyer des messages à l'autre bout du pays instantanément via un câble. Pour cela, il fallait tirer des câbles entre les villes et les villages. Le réseau ferré quadrillait déjà tout le territoire. Le chemin était donc tout trouvé. Les compagnies ferroviaires ont vite saisi l'intérêt de l'invention pour contrôler les distances de sécurité entre deux trains. Train en approche. Les postes d'aiguillage transmettaient grâce au télégraphe la position d'un train sur la ligne. Tout ça grâce au télégraphe? Oui, On communiquait d'un poste d'aiguillage à l'autre oui, via le signal télégraphique. tout à fait. Au musée de Milton Keynes, Bill Griffiths montre à Alex comment communiquer avec Peter sur le tout premier télégraphe électrique. Mis au point par la firme Cook & Wheatstone dans les années 1830, l'engin n'était pas des plus intuitifs. Peter est quelque part sur la ligne et attend mon message. Pouvez-vous m'expliquer comment ça marche? Des lettres figurent au tableau et il faut pointer 2 aiguilles sur la même lettre en actionnant ces leviers dans des directions opposées. D'accord. Il faut épeler chaque mot. Les appareils d'Alex et de Peter sont reliés grâce à des câbles électriques. Quand l'un actionne les leviers, l'autre voit les aiguilles bouger. Quel suspense! Bien. Écrivons à Peter. D'abord le M, et après le O pour mon ami fidèle. Il n'y a pas de barre espace, n'est-ce pas? Non. Ça indique le F, là, je crois bien. Bien avant le téléphone, la possibilité d'envoyer des messages instantanés, des télégrammes, était une révolution, quand bien même elle était limitée. Tiens, je ne vois ni U ni C. Il manque des lettres, non? En effet, ça m'a perturbé au début. Je ne voyais pas comment écrire des messages sans certaines lettres. Le C et le U sont importants. Pourtant, il nous arrive souvent de rédiger des messages où il manque des lettres. On s'y fait. D'accord. Faites le test. La plupart du temps, si vous oubliez une lettre à un mot ou faites une faute, Oui. c'était le même problème à l'époque. Le sens du message passe quand même. Mon ami fidèle, tu m'as piégé? Ça picole dur à l'autre bout du fil. Il veut dire piger, je parie. Ah, il répond I, I, B, I. Bon. sans E, I, bon, sans E.
Ah, ça y est, j'ai pigé. J'ai éplé piégé au lieu de piger. Sacré Peter. Il ne manque jamais une occasion de corriger mon orthographe. Les compagnies ferroviaires ont rapidement ouvert des bureaux en gare pour permettre à tous d'envoyer et de recevoir des télégrammes. Le public, les entreprises et même la police. Si le train offrait aux criminels un moyen de fuite plus rapide que jamais, la nouvelle de leur cavale pouvait à présent circuler encore plus vite qu'eux. L'arrestation du criminel John Tawell est restée célèbre. Il pensait être tiré d'affaire en montant dans un train, mais la police a pu envoyer un message de Slough à Paddington. Épeler son nom n'aurait servi à rien. Oui. Alors ils ont envoyé son signalement, et quand il est descendu du train, la police l'accueillit sur le quai. Tout ça parce que les policiers savaient à quoi il ressemblait. Oui. Et ils l'ont arrêté. C'est génial. Ça semble peu de choses, mais pour l'époque, c'était de la science-fiction. Oui. À mes yeux, ça a marqué le début de nos modes de vie plus rapides. C'est une tendance qui n'a fait que s'accélérer depuis. Aujourd'hui, on vit à 100 à l'heure. Au départ, la technologie servait à gérer les urgences de manière ponctuelle. Mais quand les entreprises ont compris l'avantage que l'échange rapide des informations pouvait représenter, Oui, le phénomène a pris de l'ampleur. oui, La presse a suivi. exact. Et le système est devenu indispensable. À partir de maintenant, chaque fois que j'enverrai un message électronique, je penserai à cet appareil. Parce que tout compte fait, c'est avec lui que tout a commencé. Grâce au télégramme, les dépêches et les scoops arrivaient en quelques minutes à Fleet Street, où siégeaient les grands quotidiens londoniens. Les ventes de journaux ont explosé, là encore, grâce aux trains qui les distribuaient dans tout le pays. Peter est avec Patrick Rowe. L'imprimeur va lui montrer comment on tirait une épreuve une fois la nouvelle reçue par télégramme express. Vous les posez la tête en bas, les lettres? Oui, parce que les lignes sont plus faciles à lire de gauche à droite. D'accord. On dispose les caractères en miroir dans le composteur pour qu'ils soient imprimés à l'endroit. Le train n'a pas été le seul à favoriser la circulation de l'information. Au XIXe siècle, de plus en plus de foyers sont équipés du gaz de ville ou de l'éclairage électrique. Les gens lisent plus. C'est du caoutchouc ou du métal? C'est du zinc. Les ombrages proviennent des petits points de modelé. Plus le modelé est petit, plus c'est clair. Plus il est gros, plus c'est sombre. D'accord. On dirait un jeu de briques. C'est marrant. Qu'est-ce que c'est, ça? Ce sont des cales. Celles-ci sont d'un modèle particulièrement ancien. Vous allez voir, c'est assez simple. Ouais. Je les dispose par paire autour de la composition et je les écarte en tournant la clé Ouais. pour caler les caractères. Ça les coince. Une fois qu'ils sont calés, la mise en page est terminée. La composition est achevée, on va pouvoir ancrer et tirer une épreuve. Avant le chemin de fer, les journaux étaient des articles de luxe. Une édition du Times coûtait 5 pence, soit le tiers du salaire journalier d'un bagagiste. Quand le Daily Telegraph décide de vendre son quotidien à 1 penny en 1856, ses concurrents l'imitent sans tarder. Très bien. Joli. C'est beau, hein? Et voici une morasse. Le bon à tirer, c'est ça. Et maintenant? Elle doit être vérifiée et éventuellement corrigée avant qu'on y adjoigne le reste de la composition et de la mise en forme pour le tirage. Le Flying Scotsman bat le record du monde de vitesse. Allez, je dois vérifier l'impression de l'image. Je vois même le mécanicien. Si les titres étaient encore préparés à la main, le corps des articles était composé sur des machines sophistiquées. Une fois l'édition du jour finalisée, on l'envoyait à la presse. Le prix des journaux baissant, les tirages ont augmenté. Il fallait un mode d'impression plus efficace. Dans les années 1860, la presse rotative fait son apparition, engloutissant des rouleaux de papier de 8 km de long pour produire plus de 12 000 pages à l'heure. Les journaux sont imprimés en une nuit et livrés dans toutes les gares aux premières heures du jour. Nouvelle fraîche ce matin. Papier d'emballage demain.
Et tout ça grâce au chemin de fer. Avant le petit déjeuner, tout le peuple britannique pouvait acheter son édition du matin. C'était la première fois qu'on pouvait lire les nouvelles fraîchement imprimées au saut du lit. L'encre à peine sèche, des pages bombardaient les lecteurs de publicités et petites annonces. Pilule miracle, crème de beauté, offre d'emploi. Même des bébés. Dans l'Angleterre victorienne, mettre un enfant illégitime au monde était une lourde faute. Les petites annonces des quotidiens offraient une solution à ces mères frappées du sceau de la honte. Bien avant que l'adoption ou l'orphelinat ne soit encadré par la loi, on pouvait confier son enfant à n'importe qui, en toute liberté, même à de parfaits inconnus. Meg Arnaud est historienne. Elle a épluché ces petites annonces pendant des années. Expliquez-moi en quoi ces petites annonces a priori innocentes et sincères posent problème. Eh bien, prenons celle-ci par exemple. Couple sérieux, marié, sans descendance, recherche enfant en bas âge à adopter. Prime demandée, 30 livres. Il pouvait en effet s'agir d'un vrai couple sans enfant et désireux d'adopter. Mais certains mots de cette annonce me poussent à y voir peut-être autre chose. On précise qu'une prime assez conséquente est exigée. En plus de l'enfant, on demande la somme de 30 livres. Ils adoptaient l'enfant en échange de 30 livres? C'est ça. Il peut s'agir d'un cas d'élevage de bébés, une sorte de trafic d'êtres humains. Le terme « élevage de bébés » est apparu au XIXe siècle et désigne une pratique consistant à acheter un enfant dans le but, souvent, de le revendre ultérieurement. Les enfants étaient maltraités et parfois même éliminés sans le moindre scrupule. Grâce au train, les mères célibataires pouvaient partir à l'autre bout du pays pour abandonner leur enfant illégitime au bras d'un inconnu sur un quai de gare, le tout dans l'anonymat le plus complet. En Grande-Bretagne, la toute dernière pendaison d'une éleveuse de bébés a eu lieu en août 1907, au pays de Galles. Elle s'appelait Rhoda Willis. Elle avait passé une petite annonce en vue d'adopter un enfant. Quelqu'un avait répondu et le rendez-vous avait été fixé sur un quai de gare. Rhoda Willis avait récupéré le nourrisson et empoché 8 livres. Je vois. Elle était remontée dans le train pour rentrer à Cardiff. Et plus tard, sa logeuse avait trouvé le corps sans vie de l'enfant dans sa chambre. Rhoda Willis avait avoué l'avoir tué au retour à bord du train. Mon Dieu, avant d'arriver. Tout à fait. J'ai trouvé plusieurs autres cas où l'on suspectait que les enfants avaient été également tués à bord de train. Je vois. C'est vraiment le pire, une chose sinistre possible. Le pire dans tout ça, plus encore que le commerce, c'était l'assassinat d'enfants. Le plus important pour une femme de l'époque qui se retrouvait avec un enfant illégitime dont elle voulait se débarrasser, c'était le secret. Un enfant hors mariage, c'était la honte absolue, l'opprobre suprême. Et le train offrait cette possibilité, finalement, du secret. Le train permettait d'agir en toute discrétion. Un nouveau lieu, un lieu du crime. C'est ça, de crimes abjects. Ça m'évoque forcément Internet et son flot ininterrompu d'informations venues du monde entier. Une partie de ces informations relève du crime. Du crime. Au cours du XIXe siècle, les compagnies ferroviaires et les voies ferrées poussent comme des champignons dans le pays. Au départ, ce déploiement n'est absolument pas coordonné ni concerté. Mais très vite, les réseaux sont interconnectés et ouvrent la voie aux trajets longue distance. Deux itinéraires se font concurrence entre l'Angleterre et l'Écosse. La West Coast Line à l'ouest
et la prestigieuse East Coast Line à l'est. Le plus célèbre engin à avoir effectué ce trajet a été restauré. Il a fallu 10 ans et 4,5 millions de livres, soit plus de 5 millions d'euros. Le Flying Scotsman, sa loco à vapeur la plus connue de tous les temps. Tu as vu un peu la taille des roues? Impressionnante, hein? Les opérateurs des deux lignes se livraient une guerre féroce pour proposer des trajets toujours plus courts. Ils avaient besoin d'engins rapides. En 1923, Sir Nigel Grizzly, un des plus grands ingénieurs de son temps, offre au monde le Flying Scotsman, l'Écossais volant, le tout premier train à atteindre officiellement les 160 km/h. Le trajet Londres-Édimbourg prenait jusque-là 10h30. La célèbre locomotive, elle, l'effectuait en seulement 8. Noel Hartley, son machiniste en chef, prépare l'engin de légende pour son grand retour sur les rails. Noël, enchanté. Moi aussi, salut. Waouh. Cette locomotive assurait la liaison Londres-Édimbourg. Et si j'ai bien compris, l'engin était capable de faire des trajets directs, c'est ça? Exactement. Elle avait été conçue à cette fin. Elle n'avait pas besoin de s'arrêter grâce à sa réserve de combustible de 9 tonnes. Le moteur nécessitait aussi des quantités prodigieuses d'eau et en transportait près de 23 000 litres. Mais ce n'était pas suffisant. Pour éviter les arrêts, un système ingénieux avait été trouvé. Entre les rails, un petit chenal permettait d'abaisser une écope pour récupérer 55 000 litres d'eau supplémentaire à bord de l'engin, le tout sans jamais s'arrêter. Et quant au personnel, on risque le surmenage. Normalement, un mécanicien effectuait un service de 5 ou 6 heures. Là, le trajet direct prenait 8 à 9 heures, donc il fallait relever les équipes. Ouais. D'où l'invention du couloir dans le tender. Attelé à la locomotive, le tender transportait le combustible et l'eau. Ce wagon spécial coupait l'équipage de bord du reste du train. Sir Grizzly a eu l'idée d'y installer un couloir qui permettait aux machinistes de rejoindre les wagons arrière. Je peux? Bien sûr. Allons explorer. C'est étroit. Ouais. Ça va aller? Je surveille ma ligne, Alex. Bien. Bon sang, viens voir. Grâce à ce couloir inédit, le Flying Scotsman a pu assurer le tout premier trajet direct entre Londres et Édimbourg en 1928. C'est Sir Nigel Grizzly qui a conçu ce moteur. Cet homme avait du génie. Et en voici la preuve. Il a repoussé les limites technologiques pour aller plus vite. Oui. En imaginant un simple couloir. La rotation du personnel à mi-parcours allégeait la cadence, car il fallait surveiller plus de 700 signalisations et en fournir plus de 9 tonnes de charbon dans le foyer. On a le privilège d'aller voir des parties de l'engin que peu de gens ont la chance de voir. Une autre innovation a permis à cette machine d'être un temps la locomotive la plus rapide au monde. Pour la voir, il faut passer sous le moteur et inspecter ses entrailles. Trouvez-vous une bonne prise Ok. et hissez-vous entre les armatures. Sans rien casser. Je vais essayer. Ni toi. Les moteurs à vapeur avaient en général 2 soupapes. Le Flying Scotsman de Grizzly en comptait 3, qui développaient plus de puissance et plus de souplesse. Et voilà. De l'huile. Vous pouvez ouvrir. Il y en a pas mal. Nettoyer la boîte à fumée reste une des tâches les plus salissantes qui soient. Oui, mais pour tout travail salissant, Oui, appelez Peter. Bien qu'à la pointe de la technologie de son temps, le Flying Scotsman n'en reste pas moins une locomotive à vapeur nécessitant une longue et fastidieuse procédure de mise en service. Pas question de tourner une clé pour démarrer. Il y a une mise en chauffe assez longue. oui, la mise en chauffe et la mise sous pression prennent environ 24 heures pour que le moteur soit opérationnel. Avant même l'allumage, il faut vérifier que le foyer ne fuit pas. On peut aller dedans? Tout à fait. Glissez-vous en douceur dedans, les pieds en premier. Ça me rappelle Winnie l'ourson, ça.
Oh la vache! Il y a une sacrée chaleur résiduelle. De quand date la dernière mise en service? Il y a 3 jours. Ça doit être encore chaud. C'est fou cette chaleur. Ouais, Après 3 jours. l'enfer doit ressembler à ça quand le diable coupe les flammes pour la maintenance. Ouais. Un lieu chaleureux. Bon sang! Une fois le foyer contrôlé, il faut le charger en charbon. Il faut un seul mouvement qui part de là et finit dans le foyer. Je vois. Ça va venir à la longue. C'est parti et... Sans casser la pelle. L'ouverture est petite. C'est vrai. Comment on a pu y passer? À ce rythme, on n'est pas parti. Devant l'entrée pour que ça prenne bien. Il faut le jeter juste devant le charbon. C'est parti. Le foyer est allumé. Mise à feu. Le feu prend bien maintenant. Ouais, On rajoute du combustible. d'accord. À mon tour. Quelle pression tout à coup. Ouais. C'est plus facile de se moquer des autres, pas vrai? Oh! La vengeance est un plat qui se mange froid. Je vais prendre le relais pour répartir le combustible. Il vaut mieux. Bravo. Laisse faire le pro. En fait, avant d'espérer conduire une locomotive sur les grandes lignes, il fallait d'abord gravir les échelons un par un. Ouais. D'abord le triage, puis les lignes secondaires et ainsi de suite. Il faut tout connaître de l'engin. Savoir quoi lubrifier et comment. C'était une formation complète pour apprendre à faire fonctionner ce qui était l'équivalent de l'avion Concorde pour l'époque. Transporter des passagers, des marchandises et du courrier par voie ferrée a permis de créer une foule d'emplois nouveaux. L'industrie ferroviaire employait un demi-million de personnes entre les mécaniciens et les chauffeurs, les équipes de machinistes, les fondeurs de chaudières, les chefs de gare, les aiguilleurs ou encore les bagagistes. Sans oublier un employé sans qui aucun train ne pouvait rouler. Le sonneur de roue. Joli son, Oui, très bien. n'est-ce pas? Poursuivons. Son rôle consistait à contrôler l'état des roues avant chaque trajet. Pour l'entretien du Flying Scotsman et de ses wagons, cela représentait 120 roues à inspecter. Comme une cloche, une roue fêlée ou fissurée n'émet pas le même son qu'une roue en parfait état. Celle-ci sonne bien. Très joli son rappelant une cloche. Et ça résonne tout le long des rails. Oui, voyons celle-ci. C'est pas génial ça, non? Non, c'est pas formidable. Le son est très différent. Mais la fissure n'est pas forcément visible à l'œil nu. D'accord. Mais alors, Elle peut être de l'épaisseur d'un cheveu et dans ce cas... c'est la limite du test au son. Oui. Il ne localise pas le problème. Oui, mais les sonneurs d'antan savaient déterminer si la roue pouvait encore tenir ou pas. En même temps, c'était un métier. Il ne faisait que ça, n'est-ce pas? Uniquement ça, oui. Rob montre à Root comment le sonneur signalait une roue à problème en glissant une note sous le wagon. Pour un souci majeur, la note était rouge. Et ça voulait dire que la pièce était totalement À mettre au rebut? hors service. En cas de rupture d'une roue et d'un déraillement inopiné, c'était tout le réseau qui était à l'arrêt, entraînant des retards pour les voyageurs comme pour la distribution du courrier. Les roues fatiguées étaient donc rapidement envoyées à l'atelier. Sur un modèle comme le Flying Scotsman, une roue se compose d'une jante et d'un pneu en acier. En cas d'usure ou de fissure du pneu, la roue entière n'était pas à changer. Root est à l'atelier de la compagnie South Devon. Elle assiste Richard Elliott pour le montage d'un pneu flambant neuf.
et il faut d'abord chauffer l'acier pour le dilater. Ça, c'est le pneu en acier? C'est la bande roulante, oui. D'accord. Et il y a des brûleurs tout autour? Oui, Des brûleurs au gaz? ce sont grosso modo les mêmes que sur une gazinière. Ah, mais oui! Voilà. Comme ça, on chauffe tout le tour. Le but, c'est que la surface entière atteigne 220 degrés. D'accord. Un thermostat 8, quoi. La bonne cuisson. 25 minutes de cuisson. Comment savoir quand c'est bon? Normalement, l'acier va prendre une teinte dorée uniforme. D'accord. Mais rien n'arrête le progrès. Ces bâtons sont des indicateurs dont la cire fond à certaines températures seulement. Sinon, il y a la bonne vieille méthode victorienne, un bon crachat sur la pièce. Je peux cracher dessus alors? Allez-y, faites-vous plaisir. On va voir si c'est chaud. Manqué! Quelle cracheuse médiocre! Vous voulez un verre d'eau? Je suis nulle! Regardez, On voit le spécialiste. vous voyez? Oh, ça sautille! Vous voyez les bulles? Oui, j'ai vu. On n'y est pas encore. Encore un peu? Quelques minutes. Si certains outils ont depuis été modernisés, le procédé n'a pas changé depuis l'âge d'or de la vapeur. Bien, le stylo indique qu'on est à la bonne température. Bien. Si on crache dessus pour vérifier, la salive forme des petites bulles qui se baladent sur l'acier. Je pense que c'est assez chaud à présent. D'accord. Allons-y, on coupe le feu et on chausse. Une fois le cercle d'acier dilaté, on y insère la roue dont le diamètre doit correspondre à 25 microns près à celui du pneu. Qu'est-ce que c'est précis? Il faut bien. Une fois le pneu d'acier monté, on le laisse refroidir et enserrer la jante. Excellent. C'est fait. Oui, tout est bon. C'était super, merci. Je sais que pour vous, c'est la routine. Mais moi, je suis un peu fière d'avoir fait ça. C'est très bien. Une tasse de thé? Après vous. Au temps de la vapeur, plus le diamètre des roues était grand, plus la locomotive allait vite. Sur les modèles plus petits, les roues faisaient environ 90 cm de diamètre. Celui des roues du Flying Scotsman fait plus du double. La machine était faite pour aller vite. C'était le train à très grande vitesse de son temps. La machine mythique est fin prête. Elle va pouvoir refaire le trajet historique entre Londres et Édimbourg. On fait plus aussi bien, n'empêche. Non. C'est vrai. Améthyste. Vous avez vu le nom? On voyage avec style. On y est. Oui. On embarque? Génial. Comme les compagnies se concurrençaient pour attirer les voyageurs, la gamme et la qualité des services proposés à bord étaient de la plus haute importance. Kieran Flynn est chef de rang. Il va former Alex au service en voiture-restaurant de première classe, comme dans les années 1930. Quand est-ce qu'on a commencé à servir à manger à bord des trains? Le premier service à bord date de 1878. Waouh! Les journaux avaient salué l'excellence de la nourriture et précisé que, malgré les 100 km à l'heure du train et plusieurs freinages, rien n'avait été renversé ni cassé. D'accord. Ça avait beaucoup impressionné. Donc, en gros, j'ai une pression de dingue sur les épaules aujourd'hui. Je sens que ça va être un désastre. Kieran montre comment on dresse une table pour un repas de 5 plats. Assiette principale? Oui, très bien. Celle pour la salade va dessus? Oui, Bien. Et la petite assiette comme ceci? tout à fait. Sur la gauche. Les couverts maintenant? Les couteaux à droite, celui-ci pour les entrées, Bien. puis le couteau principal. On va vers le plat principal. Oui, quant à ça, Oui? des ciseaux à raisin. À raisin. Oui, Alors là, c'est le très grand standing. c'est pour séparer proprement les grains. Oui? Voilà, D'accord. et on le pose ici. Un service impeccable au restaurant, c'est déjà un sacré exercice. Oui, Mais à bord d'un train qui file à 100 à l'heure, c'est l'enfer, non? ça peut être délicat. Le secret, c'est de ne pas résister. Si vous essayez d'aller contre les mouvements du train, vous finirez dans le mur. Il faut anticiper et chalouper au gré des tangages. D'accord. Jambes un peu écartées, ça peut aider. D'accord, un peu écarté. Oui, Si on a le pied marin, c'est bien. faut le pied marin. Oui, Dans les années 1920 et 1930, cette locomotive était la fierté de la nation.
On attendait des passagers de première classe qu'ils soient vêtus avec goût. Peter a fait des efforts. Peter, Salut! tu as choisi du blanc Oui, dans un train à vapeur. tout à fait. Tu penses rester propre longtemps? Ça devrait aller. Je n'ai pas prévu d'aller jouer de la pelle à charbon en fin de repas. Cela dit, je suis inquiet. J'ai entendu dire qu'on aurait droit à un serveur novice. J'ai le pied marin, les jambes écartées. Je regarde où je vais. Afin de servir à bord sans rien renverser, le personnel s'entraînait à porter les plats les yeux bandés en suivant une ligne blanche tracée au sol dans le train lancé à toute allure. Oh, ça a failli! Tout va bien. Ça secoue pas mal. J'avoue que ça tangue. Et pas qu'un peu. C'est bon, Del? J'y suis. On peut lancer? Dressez-moi le saumon aussi. Et la soupe. On s'active. On entre en gare dans 15 minutes. Je veux que les clients aient fini de manger. C'est parti. Le chef Tony Keane doit préparer et servir des plats de gourmet dans une cuisine exiguë à bord d'un train lancé à 130 km à l'heure. Vous servez combien de repas sur un trajet comme celui-ci? En moyenne, on fait 250 repas. Toutes classes confondues. 250 repas. Oui, on prépare à la commande. On a 250 passagers, mais on va servir environ 1500 plats. Enfin, assiettes individuelles, je veux dire. Et évidemment, tout est lavé à la main. Mes plongeurs sont au fond, derrière cette cloison. Ils ont une grande bassine et évidemment, il y a de l'eau partout. Ah oui. Il y a de la casse, on a un gros budget vaisselle. Avec si peu d'espace, les premiers wagons cuisine disposaient d'une plateforme extérieure où on épluchait les légumes, par exemple. En cuisine, tout était cuit au feu dans un foyer ouvert. Là, vous cuisinez au gaz. Mais si c'était au charbon, ce serait comment d'après vous? Ce serait l'enfer, entre la suie et la saleté. Je tire mon chapeau à mes glorieux prédécesseurs. On a notre lot de problèmes sur ces lignes historiques, mais rien de comparable aux conditions de l'époque. C'est un vrai travail de forçat. Oui. En 1925, l'ensemble des usagers des chemins de fer britanniques ont dégusté plus de 7,5 millions de plats. Pour les plus longs trajets, 3 services étaient assurés et on pouvait réserver sa table par télégramme. Appétissant. Waouh. Oh, c'est chaud. C'était moins une. Il fallait que ça arrive. On y arrive. Attention, patate chaude. Les premiers wagons-restaurants, les Pullman, tiennent leur nom de leur inventeur, l'ingénieur américain George Pullman. Ils étaient assemblés à Détroit et livrés par bateau. Mais à bord du fleuron du rail britannique, on ne se contentait pas de servir à manger. Il y avait une salle de cinéma, un salon de coiffure. On écoutait de la musique coiffée d'écouteurs. Les hommes d'affaires disposaient même d'un service de dactylographie. On s'est bien habillé pour l'occasion, mais d'après toi, est-ce que tous les gens qui profitaient de ce genre de service se mettaient sur leur 31, comme nous? Londres et Édimbourg étaient les 2 plus grandes villes de l'Empire, du moins en termes de place financière. Cette ligne était très fréquentée. Le fait que les entrepreneurs aient la possibilité de gérer leurs affaires depuis le train devait être une bénédiction. J'imagine aisément l'ambiance dans les voitures, les discussions importantes entre hommes d'affaires, sans oublier les vacanciers qui allaient découvrir les Highlands écossais. Le Flying Scotsman passe sur le pont Royal Border, la porte d'entrée vers l'Écosse. À bord, la crise couve et la pénurie de saumon guette. De nos jours, le personnel de bord prévient la gare suivante pour se réapprovisionner. Ce n'était pas le cas autrefois. On est presque à court de saumon. Et il n'y a aucun moyen de communication à bord du Flying Scotsman, comme c'était le cas dans tous les trains de cette époque. Alors si le chef voulait se réapprovisionner en saumon et en pommes de terre, ou quand il se passait quelque chose de grave à bord, il fallait envoyer un message. On rédigeait une note, et s'il en restait, on attrapait une pomme de terre, une petite incision à l'aide d'un couteau, on prend la note pliée, et on la glisse dans la fente avant de la balancer par la fenêtre à un poste d'aiguillage.
Patate larguée. L'aiguilleur va récupérer la note et envoyer un télégramme en gare où nos provisions nous attendront au prochain arrêt. Une part de gelée? Oula, Permettez-moi. Hop! ça s'était téléphoné. Je suis confus, monsieur. 1000 excuses. Je vous apporte la crème. Cela faisait 20 ans que cette locomotive légendaire n'était pas entrée en gare d'Édimbourg. C'était formidable. Absolument. La liaison Londres-Édimbourg à bord du Flying Scotsman. Le voyage d'une vie. Génial. Londres-Édimbourg à bord du Flying Scotsman. Parcourir une telle distance à pareille vitesse, c'est là que les gens prenaient conscience d'appartenir à une seule nation. Le chemin de fer a en quelque sorte galvanisé l'unité nationale. Oui. Outre la vitesse, C'est tout à fait ça. il y avait toutes sortes de technologies nouvelles, comme le télégraphe qui changeait la vie. Sans le télégraphe, pas de transmission instantanée de l'information, donc pas de nouvelles. Oui. Sans oublier que cette information, les grands quotidiens nationaux la diffusaient ensuite aux 4 coins du pays, grâce au train. Des nouvelles dont on pouvait aussi informer ses proches Oui. par courrier. Oui. C'est assez stupéfiant. On parle beaucoup de notre époque parce qu'on a vécu la révolution numérique, Oui. la révolution Internet. Finalement, si on remonte dans le temps, il y a des similitudes. Tout à fait. Ça permet de mieux appréhender le changement qu'ont vécu ces populations. Cette transition entre l'avant et l'après chemin de fer, entre un monde local et un monde étendu, presque global. Une fois que c'est là, on oublie comment on faisait pour vivre sans. Oui. C'est vrai, tellement vrai. La vie des gens a changé radicalement. Même aujourd'hui, c'est assez fort de rallier Édimbourg au départ de Londres en si peu de temps. Exact. Et avec classe et panache. Parle pour toi. Dans le prochain épisode, nous verrons comment les embranchements ferroviaires ont changé le commerce. Gagné! Comment la laine galloise a inondé le monde entier. Comment le whisky écossais s'est fait connaître. J'ai l'impression de faire du bâton sauteur dans un sauna. Et comment le lait du Devon a abreuvé le pays tout entier. Nous sommes littéralement à la source.